Salut, par là. Être né quelque part, pour celui qui est né, c'est toujours un hasard, dit la chanson. Pour Bertrand Burgalat, ce hasard agit comme un repère qui nourrit toujours plus sa mémoire au fur et à mesure que les années passent, avec ou sans filtre. C'est par là que ça se passe. Allez, allons-y. Et bienvenue dans votre vie, Bertrand Burgalat. Venez, 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 c'est par là que ça se passe. Il y a toutes les photos. Incroyable. Du début de votre vie, hein. Ouais. On va retracer et on va commencer avec lui. Qu'est-ce que vous en pensez? Okay. Ah bah, très bien. Très bien. Qui c'est, lui? Eh bien, c'est mon père. Yves Bertrand. Yves Bertrand Burgalat. Ouais. Exactement. Ouais. Il vient d'un petit village, ouais. Saint-Mamet. Saint-Mamet. Saint-Mamet, qui était à côté de Luchon. C'est vraiment le bout de la vallée. C'est le dernier village avant l'Espagne. Il va faire des études après à Toulouse. Et puis il va entrer dans la préfectorale. Hein. Ouais. Et là, ça va être un petit peu l'homme des missions délicates. Hein. On va le retrouver dans le Bas-Württemberg. Ouais. C'est quelqu'un... Ben, c'est-à-dire qu'il avait fait... il avait été avec Delattre et après... en 1945, il était chef de cabinet du gouverneur du Bade-Württemberg, exactement. Et après, alors mon père est mort il est mort en 83, donc il y a 41 ans. Et il y a plein de questions que j'aimerais lui poser aujourd'hui. Mais quand on regarde son parcours, effectivement, c'était souvent des missions un peu, on va dire, délicates. Il avait été sous-préfet à Fort-National en Haute-Kabylie. Il avait été chef de cabinet, je crois, à Oran. Et quand je suis né, il était sous-préfet à Bastia, parce que c'était pas encore une préfecture. On va y arriver. Voilà. Mais vous avez dit son nom tout à l'heure, et c'est pour ça que j'ai mis cette photo-là. Ouais. On le voit là, justement, le préfet, hein, avec une cape. Ouais. Et cette cape, elle est très, très importante pour lui. Oui, je l'ai toujours. C'est la cape du maréchal Delattre. Voilà, il était très attaché à ce côté très patriotique. On en parlera sûrement, pas jacobin, très attaché à ses commémorations. Et c'est vrai que quand je suis né, il était en poste à Bastia. Après, il a été donc dans les Landes, à Vannes, le centre d'essai des Landes, il y avait les fusées. Vannes, il y avait Lorient, il y avait la base. Ouais, effectivement. Colmar, il y avait Fessenheim. Ensuite, donc là, c'est quand il était à Colmar. Et Bobigny, c'était Grande Époque, Ceinture Rouge. Ensuite, Ajaccio. Mais avant cela, encore une mission quand même délicate, là. On est en 63. Ouais. Et il arrive sous-préfet à Bastia. Oui, hein? Il arrive sous-préfet. 63 en Corse, c'est pas une date... c'est pas une petite date. On est après le coup d'État de 58, hein. Donc, pourquoi on le nomme ici, lui, à Bastia? C'est une bonne question. Je ne sais pas. C'est vrai. C'est vrai, je m'en rends pas compte là-dessus. Mais en tout cas, 1963, c'est aussi une grande date pour vous, puisque c'est l'année où vous naissez, voilà, justement. Au moment où il est en poste à Bastia. Donc exactement. Vous êtes né à Bastia, vous? Je suis né à Bastia, je suis bastiais. Vous êtes bastiais. Et c'est quelque chose qui vous plaît, d'ailleurs. Ça me plaisait beaucoup. Alors, surtout, quand j'étais enfant, j'étais jamais revenu en Corse. On ne voyageait pas comme aujourd'hui. Ça me faisait rêver. Je disais, je suis corse. Donc, quand il est parti... je crois qu'il avait dit, parce qu'il y avait encore tout ce folklore autour de la Corse, des élections, etc. Et dans son discours de départ, il avait dit, je vous laisse un électeur. Un électeur de plus. Avec tout ce que ça pouvait. Il avait de l'humour, votre père. Voilà, il avait beaucoup d'humour, il adorait la Corse. Mais son passage va être un petit peu bref, parce qu'il va revenir en Corse, bien sûr, on va revenir un petit peu plus tard. Mais quelques années après, on rembarque, et vous êtes fils unique, et fils tout seul, et une vie peut-être, c'est pour ça, alors faites de voyages, mais pas forcément d'amis, hein, de nouvelles rencontres, bien sûr. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas les mails, donc les mouvements préfectoraux, c'est en cours d'année, ça se décide le mercredi en Conseil des ministres, et puis on est là, et puis un jour on me dit, là on part dans 10 jours, on va à tel endroit. Donc on quitte ses amis, et on se dit qu'on va s'appeler
Mais, et vous, vous êtes au milieu de tout ça, et vous rencontrez là, c'est Bokassa que vous rencontrez? Oui, bah oui, à Colmar, un jour, je me souviens très bien, je sors de l'école à midi, on me dit, il y a un monsieur, il faut aller lui... Il n'était pas encore empereur. Je lui remets un livre de la part de tous les petits-enfants d'Alsace, un truc comme ça. Et en fait, je me souviens très bien de ce que m'avait dit mon père, c'est qu'il avait été, à un moment, élevé par des gens à Turkheim, à côté de Colmar. Et mon père l'avait accompagné, on lui dit, il faut l'accompagner. Il n'était pas très connu encore, c'était un de ces nouveaux chefs d'État africains. Et il allait en Suisse, donc le monsieur qui est là, on ne le voit pas, mais il a une valise. Et moi, dans mes souvenirs, il y a une valise avec une menotte, enfin, une valise pleine de fric. Et il a, chez ces gens qui étaient des gens très modestes, il avait laissé, je ne sais pas combien de dollars, comme ça. Et là, on est un an avant. Et j'ai mis volontairement ces lettres. 74. Ouais. C'est une lettre de votre père. Hein. Ouais. Et ça, c'est pas banal. Ouais. Mon cher Bertrand, je te souhaite de tout mon cœur un très joyeux anniversaire. Vous avez 11 ans. Ouais. C'était votre papa, on voit, hein, papa 11. C'était son truc de chaque année de vous faire une petite lettre? Ben, je sais pas. Je trouve que j'ai retrouvé cette lettre. Et elle m'a énormément ému parce que j'ai eu l'impression qu'il avait mis le doigt sur tout ce qui va et tout ce qui ne va pas chez moi. Voilà, elle me touche énormément parce que il voit aussi mes emportements, ce mélange de ralente et de bon cœur, je trouve ça gentil. Mais, ton humour, ta joie de vivre, ton rire. Mais voilà, ça me touche parce que quand il est mort, j'avais 20 ans. Et je pense que les gens meurent toujours trop tôt. Mais à un âge où on n'a pas eu le temps de se dire tout ce qu'on a à se dire, et en particulier toute l'affection qu'on peut avoir. Et il faut savoir aussi que dans les années 70, moi j'ai pris de plein fouet la guerre des générations qui n'existe plus du tout aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens de ma génération, ils veulent que leurs enfants fassent du rock. Il y a une espèce de... les enfants sont presque parfois plus conformistes que les parents sur certaines choses. Mais à l'époque, il y avait une guerre des générations qui était parfois factice, de gens qui donnaient l'impression d'avoir rien à foutre et qui finalement... Mais moi, je la prenais vraiment, donc je prenais, je pense, systématiquement le contre-pied de tout ce que disaient, faisaient, pensaient mes parents, à partir de cet âge-là, quand même. Et donc, j'étais très pénible. Et évidemment, ça... Et vous n'avez pas eu le temps de vraiment vous réconcilier, finalement? On n'était pas brouillés, mais je me dis, en fait, plus il m'est arrivé des choses sympathiques dans la vie après, plus ça me fait de la peine. Parce que je pense que ça lui aurait fait plaisir. Évidemment. Et donc voilà, j'ai pas eu le temps de lui faire ce plaisir-là. Allez, venez avec moi. Et il met dans la lettre, effectivement, la vie, c'est sérieux. Et on le retrouve ici... Eh bien, préfet cette fois-ci, hein. Vraiment, vraiment préfet. De région. De région, à Ajaccio. Ouais. Alors, j'ai mis volontairement cette photo parce que, d'un côté, préfet, c'est sérieux. Mais à côté de ça, on voit un homme quand même souriant qui reçoit Tino Rossi. Il y avait ses visites officielles, il y avait plein de visites comme ça. Et puis oui, il aimait bien Tino Rossi. Il y a un personnage sur la photo, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais ça, c'est assez extraordinaire. Ici, c'est Pierre-Jean Massimi. On va avoir l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais c'est important parce que c'est quasiment la seule photo que je connaisse de lui. C'est quand même incroyable, à part la photo de son cadavre. Et donc c'est quand même une image que je trouve assez dingue. Parce qu'il y a ce côté, OK, le folklore napoléonien, etc. Et puis il y a quand même une petite dimension dramatique derrière. On va avoir l'occasion de parler, de voir comment vous avez vécu ça, vous. Et donc, il y a monsieur le préfet, et puis il y a madame la préfète là-bas. Venez. Ah oui. Votre mère, qui arrive dans l'histoire quand même, Jacqueline. Eh ben oui. Sacrée histoire, Jacqueline. Jacqueline Drozin, une agenèse. Elle va faire un début de carrière lyrique. Oui. Elle va remporter 3 premiers prix de chant. Absolument. Elle va se marier 2 fois. Oui. Et puis elle va épouser votre père. Oui. Elle a eu une fille, donc j'avais une demi-sœur, Dominique, qui est morte il y a plus de 25 ans.
Et donc, elle épouse mon père. Vous le saviez, ça, qu'elle avait été mariée 2 fois avant d'épouser votre père? Une fois, mais une deuxième fois, je m'en suis rendu compte chez le notaire et j'ai pas osé lui en demander plus. Et elle va mettre sa carrière entre parenthèses pour suivre justement votre elle père. Elle l'avait déjà mise entre parenthèses avant. Ouais. Mais elle va prendre très à cœur son rôle de préfète. Oui, parce que c'est une forme de représentation aussi, c'est une forme de spectacle. Je me rends compte, quand je vois aujourd'hui ce qu'est ma vie, je pense que j'ai un intérêt, une sensibilité artistique d'un côté, et ça doit venir de ma mère, c'est sûr. Parce que maintenant, justement, vous allez rentrer en scène. D'accord, moi je vous suis. Et on va voir un petit peu comment vous allez devenir ce que vous êtes. D'accord. Par là, allez, c'est par là. Prenez place, Bertrand. Et donc, le temps s'est figé en 1977. Et en 1977, exact. Il y a cet article de journal qui consacre plein de pages à votre papa, qui raconte d'ailleurs, je comprends bien certaines réactions des Corses voulant farouchement préserver leur identité face aux agressions d'une société qui ne correspond pas toujours à leur sens aigu de l'idéal. C'est vous qui avez griffonné les Non, visages. c'était en fait, pas du tout. C'est une amie ajaxienne qui a retrouvé ce magazine dans un grenier, il était griffonné. Je pensais que c'était vous en tant qu'enfant, parce que c'était mon prétexte, justement pour dire... C'est Marie-Hélène Casalongue qui a retrouvé ça dans un... Eh ben, on va quand même faire l'histoire comme je l'imagine. Alors moi, j'imaginais que c'était vous qui étiez à la préfecture et qui ne prenez pas vraiment conscience de la violence qu'il y a à l'extérieur, justement. Est-ce que c'est cela ou pas? Oui, j'en ai parfaitement conscience. Mais je repense maintenant à ce que j'étais à 15 ans ou à 20 ans. Et je suis surpris à quel point cette violence me paraissait non pas normale, mais habituelle. Ah ouais. Oui. Et il faut dire que vraiment à la préfecture, en même temps, il y avait une ambiance qui n'était pas du tout... Donc, on n'était pas en état de siège. J'avais pas du tout cette impression-là. Et Pierre-Jean Massimy, je peux en parler? Ça me faisait très plaisir, parce que c'était... Dans l'équipe de la préfecture, c'était un fonctionnaire corse qui était là. Je jouais aux cartes avec lui, on jouait au poker. Et il était brillant, intéressant. Quand il a été assassiné en 83, la même semaine où mon père est mort, il n'y a aucun lien, mon père est mort d'une rupture d'anévrisme, il a été abattu. Et cette mort de Massimy, j'ai toujours trouvé ça très frappant, parce que on avait associé ça à la mort de Guy Orson. Mais le fait qu'un haut fonctionnaire à l'époque ait été assassiné dans une indifférence totale, sous fond de tractation entre l'État, le FLNC, etc., je pense que c'est cette indifférence, elle a aussi causé la mort du préfet Reignac pour moi. C'est-à-dire que s'il y avait eu ne serait-ce que la moindre manifestation d'intérêt, quand même, on assassine un haut fonctionnaire, personne ne mérite de mourir de toute façon. Et en le salissant un petit peu en même temps. Je suis pas sûr que Claude Reignac aurait été assassiné. Vous jouez aux cartes avec Pierre Massimy et vous jouez à autre chose à la préfecture. Vous jouez de la musique aussi. Exact. On vous mettrait tout à la musique. C'est votre mère qui veut vous mettre à la musique. Exactement. Ma mère me met au piano. Et c'est vrai que la musique, ça a été vraiment très vite une épiphanie. Et oui, et vous jouez de la musique. Alors, pas Debussy, mais vous jouez plus ou moins du rock. Oui, parce dans la préfecture, d'ailleurs. Oui, parce que j'avais trouvé J'étais arrivé à Fèche, où il y avait un comité d'accueil pas très sympathique, mené, je m'en suis rendu compte plus tard, par le fils du préfet Riolach. Et en fin d'année à Fèche, après, je suis allé à Laetitia. Et à Laetitia, j'ai trouvé des gens qui étaient un peu plus âgés que moi. Il y avait qui étaient vraiment... on était sur la même longueur d'onde musicalement. C'est intéressant parce que là aussi, la violence se rappelle à vous sans que vous vous en rendiez compte, parce que pendant que vous êtes au Laetitia,
un jour vos parents vous disent « Bon, mon petit, tu vas partir faire tes études à Londres », en fait. Je ne sais pas ce qui s'était tramé. Je pense que c'était une façon de me mettre un peu hors du climat qui devait être quand même, oui, un petit peu explosif à tout point de vue. Et donc, je me suis retrouvé à 15 ans, tout seul à Londres. Ma mère m'a accompagné 3 jours. Et après, j'étais dans une famille près de l'aéroport d'Heathrow et après à Wimbledon. Et j'étais un adolescent mal dans sa peau parce qu'en plus, il y a un truc que je trouve qu'il ne faut jamais faire. Je m'en suis rendu compte après. J'avais 1 an d'avance. Et quand on a 1 an d'avance, quand on est un garçon, on se sent très complexé. Quand j'étais arrivé à Fecht, il y avait des filles qui étaient des beautés. Elles sortaient avec des types qui roulaient en 750 fours. Moi, j'avais même pas encore le droit de conduire une mobilette. Donc, on se sent, on n'est pas bien dans sa peau. Et on vous le fait remarquer, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on vous dit, Laetitia? À Burgala, tu es laid. Ça fait rire maintenant, mais à l'époque, on appuyait sur le bouton. C'est des trucs qui font des dégâts, bien sûr. Et vous passez votre bac, donc, quand même tant bien que mal, parce que vous étiez un excellent élève, il y a un peu de décrochage scolaire, et on vous retrouve après le bac, contre toute attente, Bertrand. Exact. En fac de droit? Oui, alors, je voulais faire de la musique, mais pour moi, franchement, je crois que j'aurais dit à mes parents que je voulais faire du cirque. Ils étaient copains avec Zavata, ça leur aurait moins fait peur. Donc après le bac à Dijon, je dis à mon père, faire du droit. Et moi, je me voyais bien à Nanterre, dans un truc pépère. Et mon père me dit, dans le droit, il faut le faire à Assas, c'est la seule fac qui est bien. Et tout de suite, je dis, Assas, c'est des fachos, pas question. Bon, j'y vais. Et vous poursuivez, après vous allez même encore plus loin dans le trip, parce que on a bien compris que le droit, c'est pas pour vous, hein, mais vous allez continuer de travers, comme dirait Coluche. Enfin, travers ou pas, c'est que dans la musique, on vous retrouve là, contre toute attente, avec ce groupe-là, qui a une esthétique un peu totalitaire, Leibar. Il y avait, en Slovénie, il y avait ce groupe Leibar, qui était une provocation totale, puisqu'ils avaient été créés, Tito était encore en vie, et en fait, ils reprenaient tous les oripeaux, enfin, toute l'esthétique du titisme. Quand on prend tout, ce sont que tous les symboles et tout ça viennent du régime, mais d'une façon totalement fascisante. Donc c'était une provocation, ils avaient été mis en prison. Mais vous êtes impresario de ce film. Je travaille avec eux, je travaille avec eux en studio. Eux sont très conceptuels. Ils vont tourner et moi, j'enregistre en studio, donc je fais mes armes. Et en plus, dans un pays, c'est très formateur parce qu'ils ont très peu de matériel, ils font avec les moyens du bord, ils s'en foutent, et ça sonne bien. Et en plus, ils sont signés, c'est ce premier groupe de l'Est qui est signé sur un label à l'Ouest, qui est le label Mute à Londres, qui est le label de Dépêche Mode, de Nick Cave, avec le patron Daniel Miller, qui est un type remarquable. Donc je me retrouve quand même dans un contexte artistique via quelque chose qui est aussi politique, qui est passionnant. Et re-surprise avec vous, c'est que quelques temps après, justement, j'ai mis ces photos-là. Alors là, c'est vous. Ah oui, et ça, c'est drôle. Alors là, c'est carnet de change, c'est marrant, ça montre, c'est une époque, vous voyez, là, j'ai 20 ans, vous voyez. Mais là, ça, c'est drôle. Je rentre de Slovénie, j'ai pas d'argent. Et j'ai un vieux copain politique qui me dit, je rencontre un anniversaire, je viens d'être nommé chef de cabinet d'un jeune président de conseil général de droite. On a besoin de quelqu'un pour écrire les discours. Et j'oublie même il me relance et je vais à Évry et je vois un monde où il y a les grands élus comme ça ont une conception des marchés publics, on va dire, quand même très très élastique. Donc j'écris les discours. Au bout de 6 mois, j'en peux plus. Donc autant repartir vers la musique et vous partez vraiment bien en tête. Mais je voulais pas. Là, c'était vraiment comme Enfin, je ne pensais pas faire carrière dans le Conseil général. C'était vraiment alimentaire. C'était alimentaire. D'ailleurs, comme la Société Générale, à un moment, votre père voulait que vous soyez dans la banque. Mais vous remettez dans la musique à fond, et il y a des mauvaises expériences. On est encore dans la pièce où vous n'êtes pas encore arrivé. J'ai mis Momus là-bas. Vous travaillez énormément pour lui. Et en fait, lui... En fait, on m'appelait, au départ, j'arrangeais, je produisais les disques des autres. Et je m'investissais, mais très au-delà de ce qu'on demandait. Et comme je n'étais pas confirmé, j'avais une espèce d'obligation de résultat. Donc c'est vrai que Momus, il m'avait appelé. C'est quelqu'un qui faisait des très bonnes chansons. Mais il faisait un truc pour des Japonais. J'avais passé l'été, il m'avait juste chanté ses morceaux à la guitare.
Et j'avais, à part la batterie, j'avais joué la basse, la flûte, les claviers, fait la prise de son, le mixage. Et je vois le disque sortir, j'étais payé une misère, Produced by Momus. Bon, et Cyril Collard, c'était un peu la même chose pour les Nuits Fauves. J'étais un peu une espèce de réparateur qu'on appelait pour les trucs compliqués. Et je les réparais. Et les Nuits Fauves, les Nuits Fauves, quand on m'appelle sur ce truc-là, je vois la projection. Et donc, je passe l'été, je prends Michael, le batteur des Innocents, qui n'avait pas encore cartonné, Michel Petot, un ami, et on passe l'été sur les chansons, oui. Et après, Cyril avait été l'assistant de Piala, donc il avait l'habitude des rapports un peu explosifs. Et voilà, ça a été un peu, c'était un peu frustrant parce qu'après ce manque de reconnaissance là, c'est énorme. Bah ouais, jamais rien touché. Et j'ai mis volontairement la Discogs justement. On voit quand on met Burgala, il y a 931 occurrences. Donc vous travaillez comme un fou à l'époque, sans aucune, sans trop de reconnaissance. Non, parce que j'ai une soif de faire de la musique, parce que j'aime faire de la musique et que effectivement, à la fois je prends tout, mais quand même tous les projets que je fais m'intéressent d'une certaine façon. Et puis je trouve que, par exemple, comme arrangeur, je trouve que les morceaux qu'on arrange le mieux, c'est les morceaux qu'on aime le moins. C'est-à-dire qu'un morceau qu'on adore, même quand on entend la maquette... On ne peut pas changer finalement. Ben oui. Et donc parfois, c'était souvent le morceau de l'album que j'aime pas, mais que l'artiste dit « Ah, j'y tiens quand même ». Souvent, c'est celui sur lequel je faisais le meilleur travail. Mais j'ai eu plusieurs expériences malheureuses, mais voilà, ça c'est... Mais ça part pas, mais je vous propose justement d'aller vers les expériences heureuses. Ah bah très bien, ça va être en extérieur. Oui, parce qu'il n'y a pas de déterminisme. Vous voyez, allez, on peut s'en sortir de ça. Vous laissez par là, venez. C'est ici que ça se passe. Très bien. Et donc, eh bien, voilà. Très bien. Vous finissez par lancer votre label, en fait, en 1995. Ouais. Qu'est-ce qui vous prend de lancer le label comme ça? Et je sais pas trop, c'est que je me rends compte que les projets qui me tiennent à cœur, ça n'intéresse pas. J'en rêvais un peu de faire quelque chose comme ça, mais je tâtonnais. Et il y a un truc qui transparaît souvent, c'est que j'ai pas confiance. Je suis à la fois déterminé, mais j'ai pas confiance en moi. Donc je me dis, ça serait bien de le faire, mais je crée au début, on me dit, il faut créer une société, parce que je travaillais beaucoup à Londres comme arrangeur, comme producteur, mais il fallait que je puisse facturer. Mais moi, gérer une société, donc je prends un nom français, Tricatel, qui est pas connu là-bas, et qui me fait rigoler, mais que personne... Ça fait Alcatel, ça fait sérieux. Mais après, en France, on a du mal à être très sérieux quand on s'appelle Tricatel. Mais voilà, ça s'est fait de façon très empirique, comme ça. Et ça marche, Tricatel. Hein. Il faut toujours faire attention quand même au nom qu'on donne au début. Hein. Mais enfin, moi, je trouve ça super nom. Mais je remercie Claude Zidi. Et Tricatel, ça marche. Alors, j'ai mis quelques-uns de vos succès, et non-succès d'ailleurs. Hein. Tricatel, c'est un petit peu ça. Hein. Mais pas de gros hits, en fait. Non, parce que c'est de ma faute. Hein. Il faut pas... non, mais je pense que j'ai pas ce sens-là, malheureusement. Parce que je trouve que faire une chanson populaire, dans le meilleur sens du terme, qu'on retient et qui est bien écrite, c'est quand même le rêve. J'ai toujours mis toute mon énergie, le peu de moyens que j'avais à faire les disques, c'est le mieux possible. Mais après, j'avais jamais assez d'argent pour le marketing, pour tout ce qui fait que un disque va cartonner. Et aujourd'hui, il y a tellement de sorties tous les jours, il y a tellement d'indifférence. C'est déjà un miracle de pouvoir faire des disques, mais malheureusement, on est face à toujours, pour toutes les personnes qui font de la musique aujourd'hui, il y a beaucoup d'indifférence. C'est ça qui est difficile. Et il y a un autre miracle aussi, quand vous êtes sur Tricatel, c'est que vous vous montrez. Alors, ça, c'est le premier album que je sors sous mon nom, effectivement. Vous avez remarqué d'ailleurs quand même que j'ose même pas mettre mon nom, je mets Bertrand. Vous savez comment il devait s'appeler au départ? Il devait s'appeler Nonza.
un disque qui est très imprégné de ça. C'est un disque très corse, en fait. Il y a des noms d'ailleurs. Hein, oui, il y a Albo, Nonza, ouais, exactement. Île de Béton, attention Amiante, c'est la plage de Nonza. Mais c'est marrant, il a fallu retourner en Corse pour avoir envie de vous montrer, alors que la Corse, il n'y avait pas que des bons souvenirs, quelque part. Oui, mais pour moi, c'est quand même, il y avait un lien et puis des souvenirs aussi quand même qui m'ont beaucoup marqué parce que j'ai fait beaucoup de montagnes ici aussi. J'aimais beaucoup aller à Vitzavone, à Eivise. Je prenais le train pour Vitzavone, j'allais vers Montedor et tout ça. J'ai des souvenirs, je sais pas, du siècle de la solitude, d'endroits comme ça, absolument, moi, qui m'ont marqué, vraiment. Vous l'avez un petit peu esquissé tout à l'heure, votre père va mourir prématurément en 1983. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis cette photo-là. Quand vous étiez à la préfecture à l'époque, vous jouiez effectivement dans les caves, c'était sympa. Là maintenant, votre papa vous... C'est marrant, effectivement, je suis très attaché à la maison. Je sais pas, il y a des couverts à salade qui me tiennent à cœur parce que je sais que mes parents les tenaient dans leurs mains. C'est-à-dire que parfois, quand on est dans une ville, savoir que mes parents ont pu regarder cet endroit-là, dans une ville ou dans un paysage, ça me touche parce que les gens qui nous quittent, il n'y a pas grand-chose, ça va très vite. Mais je suis assez fétichiste sur ces choses-là parce que c'est des choses qui me ramènent aux personnes qui me sont chères. Et puis vous le cultivez, ce fétichisme, parce que je crois savoir que vous allez sur l'INA, vous tapez un peu le nom de votre papa pour voir un petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'images de lui d'ailleurs, on le voit animer des réunions. Qu'est-ce qui provoque ça, cette envie de continuer de l'écouter, de le voir? En fait, quand INA Media Pro est arrivé, c'est vrai que ça a été un choc pour moi, parce que c'était la première fois que j'entendais mon père, depuis 35 ans à l'époque. Et encore une fois, je pense que il a aimé tous les postes où il a été, mais je pense que les deux qui l'ont le plus marqué, c'est l'Alsace, pour la bataille d'Alsace, pour ce lien qu'il avait, et la Corse. Mais vraiment, je pense que voilà, mon père aimait sincèrement la Corse. Et quand j'ai relu cet entretien d'Ankirn, j'ai trouvé extraordinaire sa façon de parler de la Corse, parce qu'il dit « nous ». Et je pense que c'est assez rare d'entendre un haut fonctionnaire parler comme ça. Et vous dites nous? Vous êtes venu à Bastia, vous, hein? Oui, mais je suis... Pas encore là. Non, je suis humble, je n'ose pas. C'est-à-dire, je pense que j'ai peur de l'accaparement culturel, pour prendre des mots à la mode. Et je pense que je comprends parfois l'inquiétude, non pas l'inquiétude corse, mais je pense que parfois il peut y avoir un agacement quand des personnes qui n'ont pas vécu en Corse, qui n'ont pas d'origine corse et commencent à dire c'est super la Corse, c'est cool, avec un côté un peu paternaliste. Et donc voilà, voilà, j'essaie d'être mesuré là-dessus, mais j'ai beaucoup d'affection. Voilà, je suis un amoureux, non pas transi, mais voilà, distancié. Non, je ne veux pas être brusque, parce que je pense que c'est une île extraordinaire qui a une histoire formidable et parfois difficile. J'ai eu la chance de la connaître aussi de l'intérieur, de ce point de vue-là. Et c'est vrai que plus ça va, plus j'y pense, plus je pense à ces années-là. Et je pense qu'elles ont été très formatrices pour moi. Elles ont été importantes pour la Corse. Je pense qu'une des choses... Quand je discutais, j'avais beaucoup de discussions politiques. Étant fils unique, je mangeais toujours à la table de mes parents. Donc, il n'y avait pas les parents, les enfants de l'autre côté. Donc, on avait tout le temps des conversations. Il y avait toute la presse à la maison. Donc, il y avait toujours des conversations politiques. Et quand on parlait, je ne sais pas, de l'autonomisme ou des choses comme ça, je pense que que des gens comme mon père, ils devaient sûrement se tromper sur bien des choses. Mais je pense qu'un certain nombre de dangers qu'ils pressentaient se sont avérés par la suite. Donc c'est intéressant. Notamment avec la mafia. Hein, oui, et voilà. d'autres. Merci infiniment. Beaucoup. Merci infiniment d'avoir fait l'honneur de venir jusqu'ici. Ça me fait une grande joie. C'est pas un honneur, c'est une joie. Allez, venez à côté de moi. La dernière photo, c'est moi qui la prends. C'est un selfie pour votre album personnel et pour le mien. Oui. Voilà. Merci infiniment, Bertrand. Merci à vous. Et longue vie à Tricatel, bien sûr. Bon, et à votre fille et à votre famille. Merci. Au revoir.